toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le jeudi 7 février 2019. Aujourd'hui, on devrait avoir une matinée pendant laquelle les indices européens devraient ouvrir en petite baisse par rapport à la veille. Toutefois, le marché devrait consolider en attendant déjà la BOE, la décision de la politique monétaire, qui devrait rester inchangée, hein. La BOE qui est un petit peu coincée dans ces négociations du Brexit, elle ne peut concrètement pas faire grand-chose. Donc voilà, la BOE devrait procéder à un statu quo, un nouveau statu quo. Et ensuite, on aura également le bulletin de la BCE, le bulletin économique. Nous aurons les prévisions économiques de la Commission européenne. Bref, nous aurons quelques chiffres, quelques statistiques plutôt intéressantes pour la zone euro, ce qui devrait être probablement une petite source de volatilité, hein, la volatilité qui est quasiment nulle, hein, actuellement, enfin nulle. Non, elle n'est pas nulle, mais elle est très très faible sur le forex, et on voit bien que le marché ne sait pas vraiment, voilà, de quoi attendre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de direction. À l'image de l'euro-dollar qui, eh bien, ça fait 3 mois qu'il consolide aux alentours des, voilà, entre 1,13 et 1,15, on va dire. Il y a des petits bull traps, des petits bear traps, mais concrètement depuis 3 mois, l'euro-dollar ne fait absolument rien. Donc voilà, pas de direction vraiment très spécifique sur le forex pour le moment. Le dollar qui est en consolidation également, le DXY, l'euro, voilà, il y a pas vraiment de tendance sur le FX à moyen terme pour le moment. Au niveau du disclaimer, je vous invite à y prendre connaissance comme d'habitude. Donc le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Alors, au niveau du résumé de la séance américaine asiatique, donc on a eu une petite baisse à Wall Street hier, qui est sur fond de prise de bénéfices et de résultats, on va dire décevants de la part des éditeurs de jeux vidéo comme Electronic Arts. Donc voilà. Après, ça faisait cinq séances consécutives qu'on avait une hausse à Wall Street, donc ça n'a rien de, comment dire, de étrange, hein. Il y a des prises de bénéfices qui se font. C'est pas comme si on avait eu un sell-off. D'ailleurs, on le voit, le VIX, il n'y a pas eu de panique puisque le VIX il a également baissé. Alors que normalement, il y a une corrélation inverse entre le S&P et le VIX. C'est-à-dire que si le VIX baisse, le S&P monte, et si le VIX monte, eh bien le S&P baisse. Là, en l'occurrence, on a les deux qui baissent, donc ça montre bien qu'on n'a pas eu de mouvement de panique. C'est simplement des prises de bénéfices. C'est pas le marché ne s'est pas couvert, enfin les investisseurs ne sont pas couverts sur les options. Donc voilà, il y a pas, c'est pas l'aversion au risque qui a justifié cette petite baisse à Wall Street. Au niveau du DXY, hausse de 0,35%. Voilà, le marché qui continue à payer, on va dire le rapport de l'emploi américain, c'est surtout qu'on a des chiffres décevants du côté de l'Allemagne. Hier, on a eu les commandes industrielles allemandes qui sont sorties en baisse plus importante que prévu. Ce matin, on a la production industrielle qui ressort également en baisse plus importante que prévu. Bref, voilà, en Allemagne, les chiffres ne sont pas très bons en ce moment. Et puisque l'Allemagne, c'est la première puissance économique de la zone euro, c'est le moteur, hein, de la zone euro. Si l'Allemagne va mal, eh bien, c'est synonyme que la zone euro va plutôt entrer dans une période assez délicate. Voilà. Alors, je regarde vos premières questions. Voilà. Donc bonjour Pascal, bonjour Didier, Frédéric que je salue également, Denis, Gilles, Pascal. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Alors j'ai un petit problème de son. Je vais reconnecter mon casque. Je vous demande 2 petites secondes. Alors, c'est bon, pour moi ça fonctionne beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne correctement, s'il vous plaît? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Voilà, pour moi, le son il est beaucoup mieux, donc c'est parfait. J'avais un petit grésillement, mais bon, ça c'est pas très important que vous le sachiez. Donc au niveau voilà des indices américains, on a une petite baisse. Ça n'a pas été justifié par la version risque, simplement quelques prises de bénéfices. Ce matin, eh bien dans la lignée de Wall Street, on a des petites prises de bénéfices sur l'Asie. Le Nikkei en baisse de 0,59%. Le MSCI Asie ex Japon en légère, voilà, inchangé, on va dire. L'or il est sous pression à cause de la hausse du dollar, le yen est en hausse, bref, voilà, on a plutôt des prises de bénéfices ce matin et c'est pour ça qu'on a des indices européens qui ouvrent notamment dans le rouge.
Maintenant, je m'attends pas à un momentum baissier. Vraiment, le marché, il devrait attendre la BOE et la BCE, hein. Aujourd'hui, ça devrait être extrêmement calme, hein. Donc voilà, production allemande, on le voit en baisse de façon plus importante que prévu, moins 3,9% sur un rythme annuel en décembre, alors que le marché est à baisse sur moins 3,3. C'est mieux que la précédente publication, mais ça reste quand même plutôt négatif. Donc à 10 heures, bulletin mensuel de la BCE. Bulletin mensuel, la BOE à 13 heures, donc il n'y aura pas de webinaire spécial BOE, puisque honnêtement, il n'y aura rien d'annoncé. Voilà, ça va être un statu quo, ça devrait être voilà, ça devrait même pas être sur le calendrier économique tellement que il n'y a rien qui est attendu. Donc voilà, vraiment, ça va être source de volatilité, mais vraiment très très minime. Peut-être que voilà, il y aura la volatilité lorsqu'il va se prononcer sur le Brexit, même pas, parce qu'il n'y a même pas de discours. Donc voilà, honnêtement, ça devrait passer. Personne ne devrait voir vraiment la volatilité générée par possiblement par cet événement, pardon. Donc voilà, bulletin mensuel la BCE, on gardera quand même un œil sur la BOE et voilà, concrètement, c'est tout ce que nous allons attendre aujourd'hui. Alors, donc au niveau du forex, regardez, on a un marché qui est plutôt voilà à l'équilibre, si je puis dire, à part le NZD qui voilà, sous-performe, mais sinon on voit le yen, le dollar, ils sont à l'équilibre, ils surperforment. L'euro, il est en petite baisse face au dollar. Le GBP, bon, il y a il inscrit une perte un peu plus importante, mais ça reste quand même, voilà, c'est pas non plus un momentum très très important. Donc voilà, sur le FX, ça reste relativement calme à très court terme depuis ce matin. DXY, regardez en 4 heures. DXY qui est en belle tendance haussière depuis le 31 janvier, finalement depuis le début du mois. Là, si je devais tracer une oblique, j'ai cherché à y tracer une oblique. Je vois celle-ci qu'on est en train de dépasser. Donc là, pour moi, le prochain seuil qu'il faudra surveiller sera potentiellement cette oblique. Vous voyez cette oblique en blanche qui vient chercher deux sommets ici. On a eu un bull trap à ce moment-là. Mais voilà, concrètement, cette oblique sera potentiellement la prochaine résistance. Alors, vous savez quoi, je vais retracer toutes ces obliques parce que là, on n'y voit plus grand-chose. Voilà, donc en journalier, niveau de support de résistance, donc là, on a des acheteurs. Ici, on a des vendeurs. Euh, Ici, bon, également, mais on l'a déjà mise. Voilà. Pour pas en mettre trop de support de résistance, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup trop si on a un graphique qui n'est plus lisible. Mais si je devais en tracer que quelques-uns, voilà, on a la prochaine résistance à 96,15 sur le DXY. Donc on a une marge de progression encore. Voilà, pour le dollar, la tendance elle est haussière. On n'a pas de signaux on n'a pas de signaux baissiers. Vous voyez, le RSI, tout comme hier matin, il est entré dans une zone de surachat. Là, on est en plein dedans, on est à 83. Donc, je vous l'accorde, un momentum comme celui-ci n'est pas durable sur du long terme, mais il faut voir le momentum comme de l'énergie emmagasinée, d'accord? À chaque fois, j'aime bien faire voir cette image, mais imaginez que vous pédalez vite sur un vélo. Eh bien, si demain vous arrêtez de pédaler, vous allez continuer à avancer pendant un certain temps, d'accord? Donc c'est pas parce que le momentum demain il commence à baisser, d'accord, que le cours va immédiatement baisser. Et c'est ce qu'on appelle une divergence. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir le momentum. C'est comme un peu de l'énergie emmagasinée. Donc plus le momentum est important, plus il y a l'énergie, donc plus il y a plus il y a de chances que le mouvement continue dans le sens du momentum. Voilà. Ça montre la pression, hein. Là, ça montre la pression si elle est plutôt acheteuse ou vendeuse. Donc là, elle est extrêmement acheteuse. C'est-à-dire on a une pression d'acheteurs vraiment très très importante. On a autant d'acheteurs que de vendeurs, hein. C'est important de le savoir ça. Sur les marchés, quand vous achetez, il y a un vendeur. D'accord? Vous achetez pas à personne. D'accord? C'est un marché. Imaginez un marché. Vous allez au marché de voilà. Vous allez au stand de légumes. Si vous achetez quelque chose, vous achetez auprès d'un vendeur. Eh bien, c'est pareil. Ici, c'est dans tous les marchés. Si vous achetez, il y a quelqu'un qui vend. Et si vous vendez, il y a quelqu'un qui achète. Donc, ce que montre le RSI, c'est pas le nombre d'acheteurs. Là, il n'y a pas 83% d'acheteurs. C'est simplement qu'il y a une pression d'acheteurs. Faut visualiser avec le carnet d'ordre. Voilà, une pression d'acheteurs. Imaginez un petit peu des ventes aux enchères. Eh bien, imaginez que 100, c'est quand tout le monde veut le produit. D'accord? Donc, tout le monde surenchérit. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir la pression acheteur, acheteuse ou la pression vendeuse.
Je résume, je fais vraiment des images un peu bêtes, mais c'est souvent les plus faciles à comprendre et les plus efficaces finalement. Alors, bien le bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'on est nombreux ce matin. Ça fait plaisir de vous retrouver. Incidence BCE à 10 heures. Alors, le bulletin mensuel, oui, une certaine volatilité. Alors, on va pas s'attendre non plus à une volatilité comme un NFP. Et encore, hein, le NFP ces derniers temps, il est pas plus très volatile. Hein, c'est plus ce que c'était. Donc, oui, un petit peu de volatilité. Maintenant, de là à avoir une secousse sur les marchés, non, non. Hein, ça va être juste un petit catalyseur de court terme. Bon, donc DXY, encore une perspective haussière d'un point de vue technique. L'euro-dollar, il enfonce cette oblique haussière, pardon. Donc c'est le bas du canal. Donc objectif baissier jusqu'à 1,13, comme on l'a dit ce matin. Voilà, si on passait, comme on l'a dit hier matin, si on passait sous cette oblique, eh bien la perspective serait baissière. Voilà. Tant qu'on est dans cette tendance qui est baissière, il n'y a pas de raison de passer, de passer à l'achat. Alors, simplement modifier. Alors, je vais même pas mettre de remplissage, voilà. Nous allons nous contenter des bornes. Bornes que nous allons mettre d'une certaine couleur en cyan. Ouais, donc vous voyez que là, au niveau des bandes de Bollinger, on est clairement dans une tendance baissière. Là, la bande de Bollinger, on est vers le bas, enfin on est en bas de l'enveloppe, ce qui est synonyme de pression vendeuse. C'est un indicateur de momentum, hein, de tendance et de momentum. Voilà, donc là on est vraiment à la baisse et tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, il n'y a pas de raison de passer à l'achat pour le moment. On n'a pas de divergence. Moi je vois pas de signaux haussiers pour le moment. On a un RSI qui est en forte baisse, surtout en 4 heures. En 8 heures, on regarde un petit peu. 8 heures, on est à 33. Donc vous voyez quand même on est relativement bas. Donc voilà, la pression elle est vendeuse. Acheter maintenant me semble beaucoup trop risqué, bien qu'on soit sur un niveau de prix quand même assez intéressant puisqu'on est en bas d'un canal de quand même de moyen terme puisqu'on évolue dedans depuis la mi-novembre. Tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, ça me semble compliqué d'acheter. Regardons un petit peu ce qu'avait fait l'euro-dollar. Vous voyez à ce moment-là, on avait eu une divergence. Vous voyez qu'ici on avait eu des creux de plus en plus bas sur le prix. Sur le RSI, les creux étaient de plus en plus hauts. Donc là, on avait une divergence. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une divergence. Creux de plus en plus haut, creux de plus en plus bas. Voilà. Ici, on a une divergence, mais en fait, elle est tellement longue que vous voyez que là, on a une divergence qui se fait depuis finalement le 5 février. Ça fait tellement longtemps qu'elle est en formation que faut changer d'unité de temps. Vous voyez, dès qu'on a une divergence qui prend autant de chandeliers, faut monter d'un cran, donc faut monter d'unité de temps, donc ça peut être un 2 heures, ça peut être un 3 heures, voilà. En 2 heures, là, on n'a plus de divergence. Donc voilà. Là, on n'a pas de divergence pour le moment sur vraiment très très importante sur l'euro-dollar. Donc une poursuite des perspectives baissières, en tout cas d'un point de vue technique, à part si on a des bonnes surprises du côté du bulletin mensuel de la BCE, mais bon, vu les chiffres qu'on a en ces derniers temps, ça m'étonnerait. Alors l'USD Yen toujours à 110, vous voyez que bon, on voit qu'on a des acheteurs sur le dollar, hein, à l'image du DXY qui est particulièrement bullish, mais le yen résiste assez bien à la pression acheteuse, puisque finalement l'USD Yen n'a pas inscrit de plus haut depuis, vous voyez, il n'a pas dépassé les 110. Hein. Depuis qu'il est passé en dessous en fin d'année dernière, l'USD Yen n'est pas passé au-dessus de 110. Donc oui, on a une pression acheteuse sur le dollar, à l'image de cette tendance sur le DXY, mais le yen est également acheté, puisqu'il contrebalance cette hausse du dollar. Donc là, l'USD Yen, encore une fois, 110, ça me semble un niveau de prix assez intéressant pour passer à la vente, en tout cas d'un point de vue ratio risque-rendement. Notons le resserrement des bandes de Bollinger, ce qu'on appelle, ce qui présume d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle impulsion. Vous voyez, dès qu'on a des bandes qui se ratrécissent, euh, qui s'approchent, et bien ensuite ça précède une nouvelle impulsion.
Alors bonjour Quentin, lorsque la moyenne mobile à 100 coupe la moyenne mobile à 200 à la hausse, est un retournement? Si oui, dans quel sens? Alors en théorie, je dis bien en théorie parce que dans la pratique, j'ai pas fait de backtest, j'ai pas fait d'études là-dessus. Enfin, j'ai pas fait d'études pour démontrer l'efficacité de ces signaux, mais c'est ce qu'on appelle le death cross ou le golden cross. Donc si la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme à la hausse, dans ce cas, on parle de golden cross, croisement d'or. C'est pas très voilà, vous n'entendrez pas souvent le nom en français croisement d'or, parce que c'est la traduction littéraire de Golden Cross. Mais Golden Cross, si vous regardez sur Internet, Golden Cross Moving Averages, c'est très connu dans voilà, le paysage anglo-saxon de l'analyse technique. Et quand la moyenne mobile à court terme dépasse, croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, on appelle ça un death cross, croix de la mort. Voilà, pareil, on entend un peu plus le croix de la mort que croix d'or, croisement d'or, mais bon, voilà, ça reste vraiment une traduction littéraire. Alors, en théorie, le fait qu'on ait une moyenne mobile à court terme qui croise à la hausse une moyenne mobile à long terme, en théorie, c'est un signal haussier. Maintenant, est-ce que si on fait une étude, est-ce que c'est bien d'acheter lorsqu'on a ce croisement? Ça, j'en sais rien puisque je n'ai pas fait cette étude. Donc ça, c'est à vous de voir de votre côté. Mais voilà, en théorie, si on a une moyenne mobile à 100 qui croise à la hausse, une moyenne mobile à 200, c'est un signal haussier. Baltic Dry 625 sur cours mai-juin 2016. Alors, je comprends pas ce que vous voulez me dire. 625 sur cours mai-juin 2016. Si vous pouvez me mettre un petit peu plus précis. Enfin, il s'agit d'un retournement de tendance. Alors, donc là, l'USD-Yen sous résistance, on est d'accord. Je pense que comment dire, l'opportunité sous 110, elle est à la vente. Si on dépasse 110, dans ce cas-là, voilà, on a clairement un retour de la tendance haussière. On tracera voilà un canal. D'ailleurs, on peut déjà peut-être le tracer. Alors, voilà, un canal qui n'est pas validé puisque ouais, il nous faut 4 points de contact et là on a 1, 2, 3, mais là on n'a pas vraiment le quatrième. Pour le moment, ce canal n'est pas valide, mais si on dépasse 110, alors l'objectif sera d'aller chercher beaucoup plus haut. Voilà. Et en attendant, je pense que 110, ça me semble une bonne résistance. À l'image, voilà, vous voyez que USDN n'arrive pas à dépasser 110, malgré le momentum très très important sur le DXY, hein, 83. L'USDN, grosse résistance à 110, donc voilà, ça prouve sa solidité. Au niveau de l'euro franc, est-ce qu'on a un retournement de tendance? Pour le moment, non, on a une respiration. On est venu chercher les 1,1450. Moi, je pense que c'est encore possible d'aller chercher les 1,15, bien qu'on soit venu tester la moyenne mobile à 200. Vous voyez que la moyenne mobile à 200 a fait office de résistance, un peu comme ce fut le cas en juin 2018. Vous voyez, donc moyenne mobile à 200 qui est en jaune. Donc là, on a une petite prise de bénéfice. Je pense qu'on peut revenir vers 1,1350, vous voyez, vers le nuage, avant de repartir à la hausse. Tant que le RSI, vous voyez, n'est pas passé cette oblique et que le prix n'est pas passé sur la moyenne mobile à 20 qui est en blanche, pour moi, il n'y a pas de retournement de tendance. Il n'y a pas de renversement. On reste dans une tendance qui est haussière. On peut également tracer une petite oblique ici qu'il faudrait surveiller. Voilà, donc moi, la tendance, elle reste haussière sur du court terme. Elle reste haussière et j'envisage toujours un retour à 1,15. Je vois pas pourquoi le franc serait à acheter, bien qu'on ait des déceptions du côté de la zone euro depuis le début de l'année, d'un point de vue macroéconomique. On a quand même l'euro qui surperforme le franc. Donc voilà. Au niveau de l'USD CAD, alors l'USD CAD rebondit sur sa moyenne mobile à 200, comme peut constater, enfin proche de sa moyenne mobile à 200. Surtout, il rebondit sur la bande base de cette oblique baissière, haussière, pardon. Donc là, cette oblique est confirmée puisqu'on a 3 points de contact. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher un retour à 1,34. 1,34 qui est le sommet de janvier 2019, du 24 janvier 2019, pardon. Donc voilà, je pense qu'on a des possibilités de hausse de l'USD-CAD jusqu'à ce niveau de prix. L'USD-CAD qui est soutenu par la hausse du DXY, on le voit, et 2 par la baisse des cours de pétrole. Cours de pétrole, vous voyez qu'ils sont sous pression, donc le Brent est toujours sous son sommet de décembre à 23,60 et le WTI, lui, a réintégré
et repasser en dessous. Donc on avait une épaule tête épaule inversée qui avait été validée en début de semaine. Enfin plutôt vendredi à la clôture. On en avait parlé lundi, comme quoi l'objectif c'était aussi jusqu'à 78-60. Mais le fait qu'on soit retourné en dessous, ça retarde l'objectif. Alors ça n'annule pas l'épaule tête épaule, mais à court terme, du coup, on peut envisager un retour à l'oblique ici, légèrement haussière, vous voyez, qui vient chercher le creux du 14 janvier, le creux du 28 janvier. Je pense qu'on peut revenir vers 52,50 au niveau du WTI et au niveau du Brent, on peut revenir, je pense, à 60 $. Voilà, donc si on a une perspective baissière sur le pétrole, alors on a une perspective baissière sur le CAD et donc haussière sur le SDCAD. Donc le SDCAD il est soutenu par quoi? Un, la baisse des cours de pétrole, deux, l'achat de dollars. Et pourquoi le dollar est acheté? Bien, vendredi, on a eu un rapport de l'emploi, en tout cas qui a satisfait les investisseurs. Et deux, on a en zone euro, et vous savez que la zone euro, ça a une influence sur le dollar, on a des statistiques qui sont décevantes. Donc qu'est-ce que font les investisseurs? Eh bien, ils vendent de l'euro et forcément, ils achètent du dollar ou du yen. Voilà, donc on a fait le creux pétrole. Au niveau de l'or, donc pullback qui est en cours, hein, pas parce qu'on a l'appétit au risque, mais encore une fois, vous le savez, parce qu'on a une hausse du DXY. Forcément, ça fait pression sur l'or. L'or qui revient à 1300. Est-ce qu'il faut acheter 1300? Moi, je vous dirais que oui, c'est un bon niveau de support. Maintenant, pour optimiser son timing, il va falloir attendre des signaux haussiers. Et pour le moment, vous voyez, on s'approche de 1300, mais sur 4 heures, le RSI, il n'y a pas de div, ni sur, alors le horaire très petite, mais voilà, concrètement, pour le moment, je vois pas de signaux qui sont haussiers sur l'or à très court terme. Mais voilà, je continue à dire que 1300 sur du moyen terme, je trouve que ça se paye pour deux bonnes raisons. Un, le marché devrait se couvrir des risques sur les marchés en achetant des obligations et de l'or, puisque vous savez qu'on est à moins d'un mois de la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et à moins de 2 mois du Brexit. D'accord. Et aujourd'hui, Theresa May se rend à Bruxelles pour renégocier l'accord. Donc, on est encore on est quasiment au point de départ au niveau du Brexit. Hein. L'accord, Theresa May va tenter de le renégocier. Tenter, je dis bien parce qu'on a Donald Tusk qui hier a indiqué que l'accord n'est pas renégociable. Donc, honnêtement, les perspectives à court terme, enfin les perspectives pour le moment sur le Brexit, c'est le flou total. Honnêtement, c'est le flou. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de hard Brexit. Voilà, je ne pense vraiment pas que fin mars, euh, euh, voilà, l'UE et le Royaume-Uni vont couper les ponts et parce que ça serait catastrophique pour les deux régions. Imaginez que des avions britanniques ne pourraient pas atterrir en Europe et enfin dans l'UE et vice versa. Ça serait catastrophique économiquement. Donc ça n'arrivera pas. Enfin, je ne pense pas. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais pour le moment, les perspectives sont bien plutôt négatives. Vous voyez, enfin en tout cas, on n'y voit pas très clair. Donc on est à moins d'un mois d'une échéance majeure qui est la fin de la trêve commerciale. L'or a ses raisons de s'apprécier pour ces raisons-là, puisque les incertitudes devraient monter. On n'a toujours pas d'accord entre les États-Unis et la Chine, toujours pas d'accord entre l'UE et le Royaume-Uni. Et secondo, je suis plutôt baissier sur le dollar, comme vous le savez. Voilà, le DXY, sur du moyen terme, il m'inspire pas vraiment confiance. On a une belle divergence. Alors, soit là, on est reparti, vous voyez, pour une nouvelle hausse jusqu'à 98 $, 98 points, pardon, le DXY. Ou soit, voilà, là, on a un petit rebond avant une nouvelle baisse. Alors, moi, j'avais tracé une oblique ici. Voilà, oblique. Vous voyez qu'on est venu rebondir dessus. Donc cette oblique, elle sera vraiment très très importante à suivre parce que si demain on clôture en dessous de cette oblique, ça sera un puissant signal baissier. Ça suggérera une baisse du dollar jusqu'à proche de 90. Voilà. Donc pour le moment, les perspectives, moi, sur le dollar, au vu de la configuration technique actuelle, eh bien, je ne suis pas très optimiste sur du moyen terme. À court terme, on a un rebond parce qu'en zone euro, voilà, on n'a pas de facteur qui justifierait un achat. En Chine non plus, donc forcément ça justifie l'achat de dollars et l'achat de yens. Mais si on commence à avoir des chiffres convenables en zone euro ou alors des chiffres décevants aux États-Unis, ce qui est possible, ce qui est même de plus en plus possible, dans ce cas-là, on aurait une vente du dollar.
on aurait une vente du dollar, donc voilà. Donc moi, l'or, je suis plutôt haussier sur du moyen terme. C'est pour ça que les retracements, voilà, ça me semble des niveaux intéressants. 1300, c'est un niveau intéressant. Ce niveau-là, à 1276, ça me semble intéressant. 1232 également. Bon, ça m'étonnerait qu'on achèterait 1210, mais voilà, vous avez dans l'idée, voilà, vous commencez à voir un petit peu ce que je voulais dire. Mais tous ces retracements-là, je pense qu'avec un peu de patience, on peut chercher des bons creux pour se repositionner à l'achat. Au niveau du S&P, et pardon, on n'a pas fait les indices. Donc le S&P, moyenne mobile à 200, résistance, résistance pour le moment en tout cas. Euh, voilà, donc pour le moment, rien à dire sur le S&P 500. Hein. On n'a pas de renversement, mais en même temps, on n'a plus vraiment de hausse. On voit les chandeliers qui sont petits, qui sont faibles. Alors ce qui est normal, puisque lorsqu'on a un VIX, plus le VIX est bas, moins il y a de volatilité. Moins il y a de volatilité. Donc c'est tout à fait normal que la hausse soit extrêmement faible en termes de momentum sur le S&P. Donc là on voit le VIX hein, qui baisse, mais qui baisse quasiment plus. Hein. On a voilà une espèce de consolidation qui commence à se mettre en place. Donc je ne sais pas si on a fait point bas sur le VIX. Hein. Je pourrais pas vous dire d'acheter le VIX à ce niveau de prix, mais en tout cas c'est clairement pas le moment d'acheter le S&P. On n'achète pas le S&P lorsqu'on a un VIX extrêmement faible. Ça revient presque à acheter une fin de tendance haussière. Voilà donc pour le S&P, wait and see. Je continue à le répéter depuis le début de la semaine, mais en même temps, depuis le début de la semaine, il n'y a rien qui a vraiment changé. On a une petite hausse, maintenant on a une petite baisse. Donc voilà, si on doit faire un bilan sur la semaine, c'est une très légère hausse, mais c'est pas non plus, vous voyez, quelque chose de majeur. D'ailleurs, si on trace, alors, sommet, peut-être qu'on est en train de tester une oblique de momentum sur les temps hebdo. Ah, vous voyez, là, on s'approche d'une oblique. Et on est à 52. Donc là, on teste 50 en cette semaine. Donc on teste deux résistances, cette oblique baissière et 50 du RSI. 50 qui, comme vous pouvez le constater, allez 50. Résistance, résistance, résistance. Donc là, on est, d'un point de vue de moyen terme, le S&P est sur un niveau très important à suivre. Pour un moment, rien à faire pour moi. En tout cas, c'est mon opinion sur le S&P. Donc voilà. Alors, on me pose des questions sur Baltic Dry. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est Baltic Dry. Alors, il me semble que c'est un indicateur. Hein. J'ai entendu parler. Enfin, voilà, je connais pas vraiment cet indicateur, mais pouvez-vous nous parler de l'euro USD? Alors oui, je vais y venir. Je vais simplement répondre à Baltic Dry. Alors, code 625 est sur les cours de mai-juin. Alors, Baltic Dry, j'ai entendu parler, mais est-ce que c'est une action ou un indicateur? Je ne sais absolument plus. Ça va être un indicateur, puisque Badi, Badi Dry. Alors, indicateur. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein. Bati. Alors, moi, je ne l'ai pas. Donc, Baltic Dry, on va regarder sur TradingView. Alors, moi, j'ai rien hein, sur Baltic Dry ou Badi Dry. Je ne sais pas si je l'ai mal écrit, mais euh, alors je me renseignerai au niveau de Baltic Dry. Je me renseignerai parce que voilà, j'ai pas de. Alors c'est sur investing.com. Alors on va regarder hein, du coup. Euh, alors Alors voilà, Baltic Drag Index. Alors,
Message qui permet un aperçu succinct des marchés en circulation à la vue de l'indice depuis près d'un an. Alors, il faudrait que je me renseigne comment c'est calculé, à quoi ça correspond, comment, voilà, un petit peu le principe. Un petit peu le principe. Parce que là, je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous le commenter, hein. Honnêtement, voilà, je vois un graphique qui est en baisse, 629. Maintenant, je sais pas à quoi correspond 629. Donc, voilà, je me renseignerai et je reviendrai vers vous, hein, peut-être dans mon prochain webinaire demain si j'ai le temps de me renseigner d'ici là sur cet indicateur. Je vais garder voilà la page et on va passer à la suite en attendant. Donc voilà, le S&P neutre, tout comme tous les autres indices américains. Au niveau de l'Europe, consolidation, vous voyez 5070 à l'image d'hier, Doji. Donc là, voilà, consolidation sur le CAC, le DAX. On a buté sur cette oblique baissière. Donc voilà, consolidation. On n'est pas dans une tendance baissière parce qu'on est toujours dans un canal haussier sur le DAX, toujours dans un canal haussier sur le CAC 40. Alors il n'est pas sur du 4 heures, il est en horaire. Voilà, vous voyez, on est toujours dans des tendances qui sont haussières en swing trading. Tant qu'on est dans ce canal, je pense que voilà, faut plutôt se positionner à l'achat. Maintenant, comme je l'ai dit hier, là on est en haut du canal, donc je pense qu'une consolidation, voire une prise de bénéfice est à suggérer. Un repli à 5000 points me semble fortement possible lors des prochaines séances. Voilà. En plus, on a une divergence qui vient de se former voilà, depuis hier. Regardez, hop, creux. Et là, donc prix de clôture. Alors, légère divergence. Moi, je pense qu'un retour à 5000 me semble possible et d'un point de vue ratio risque-rendement, on est sur un niveau très intéressant, comme hier, hein, parce que hier, on était sur 15 points de risque, il me semble, pour aller chercher plus de 60. Donc là, on est à 15, on est à 25 pour 60, donc le ratio risque-rendement a diminué, mais quand même, ça reste 25-60, ça reste du supérieur à 2, ça fait 2,5, ça peut être intéressant. Alors au niveau de l'euro AUD, et ensuite je terminerai sur cet actif. Donc l'euro AUD, alors l'AUD, il faut savoir que, bon, je le répète presque à tous les webinaires, mais l'AUD c'est la devise la plus corrélée à l'appétit au risque. Donc quand il y a l'appétit au risque, c'est celle qui profite le mieux, et à l'inverse, lorsqu'on a de l'aversion, c'est celle qui profite, enfin qui sous-performe, clairement. Donc là, l'AUD, il a baissé, donc l'euro a bondi hier, vous savez, à la suite du discours de Philippe Lowe qui a ouvert la voie à une possible baisse des taux de la banque de RBA. Alors, je vais tout retracer parce que ça fait longtemps que j'ai pas analysé l'euro UD. Donc 52 semaines. Donc voilà, support. Vous voyez que ça coïncide assez bien avec celui-ci. Résistance. Regardez la résistance. On est venu tester fin du mois. Là, on a un niveau intéressant à surveiller. Si on a un niveau de résistance qui est devenu support. Et voilà, je vais limiter le nombre de supports et de résistance pour pas trop encombrer le graphique. Bon, donc là, l'euro AUD, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette paire? Techniquement, j'ai l'impression qu'on est dans un canal haussier. Clairement, on est dans un canal haussier puisqu'on a le sommet, le support, le sommet, le support. On a 6 points de contact, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, vraiment, ce canal, il est très important à suivre, hein. Il a été validé et revalidé. Donc voilà. Donc pour le moment, l'euro UD, on est au milieu du canal, donc j'ai pas vraiment de conviction forte sur du moyen terme. Voilà, donc ça c'est sur du moyen terme. On va s'approcher en 4 heures. Peut-être qu'en 4 heures, il y a des choses à dire. 4 heures là, on avait une belle divergence haussière.
Écoutez, je m'attends à une consolidation sur l'euro UD. On voit qu'on n'a plus vraiment de momentum. Les corps des bougies sont extrêmement faibles. On arrive sous résistance. Vous voyez, là, on a eu un sommet. Donc, on a des vendeurs qui sont par ici à 1,60. Ça m'étonne pas. C'est un seuil psychologique. Donc, voilà, 1,60, des vendeurs, des acheteurs qui prennent des bénéfices. Donc je pense que voilà, on peut s'attendre à une consolidation, un petit repli de l'euro UD. Pourquoi pas revenir à ce niveau-là, à 1,58-50. Maintenant, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter la UD sur sur du court terme. D'autant plus que, comme vous savez, la UD, et comme je l'ai redit, c'est corrélé à l'appétit de la version au risque. Et si demain on a une baisse du S&P, on aura du coup de la version au risque. Enfin, ce sera synonyme de la version au risque, et donc la UD sera vendue. Et la UD sous-performera. Donc l'euro UD sera haussier. Sera haussier beaucoup moins que la UD yen. Parce que forcément, si on a la version au risque, c'est le yen qui profite le plus, c'est pas l'euro. L'euro n'est pas acheté lorsqu'on a de la version au risque. Donc s'il y a une paire à acheter lorsqu'on y a à vendre, pardon, lorsqu'il y a de la version au risque, c'est la UD yen. C'est pas acheter l'euro à UD. On se couvre pas du risque en achetant l'euro. L'euro, c'est pas un actif risqué comme la UD, mais ça reste un actif qui n'est pas refuge. Donc si demain la UD est vendue, c'est-à-dire qu'on a de l'aversion au risque, et donc, ou alors c'est-à-dire qu'on a une très mauvais chiffre australien, ou comme hier, on a eu Philippe Lowe qui a été particulièrement dovish, mais ça arrive vraiment peu de fois. Vous voyez, la plupart du temps, la UD yen, peut-être 95% du temps, c'est dirigé par l'appétit ou la version peu au risque, et 5% du temps par des chiffres macro ou des discours propres à la RBA. D'accord. Donc l'AUD, c'est vraiment un baromètre de la psychologie des investisseurs sur le forex et même sur les marchés. On sait que l'AUD yen, le pétrole et les marchés actions, donc surtout le S&P, sont corrélés. AUD yen, pétrole, S&P corrélés. Qu'est-ce que fait le pétrole? Le pétrole, il consolide, il commence même, voilà, il a quand même baissé, hein, on va dire. On regarde tout ça. Alors, on va mettre le Brent. Alors, UK Oil. On va se mettre sur du 4 heures. Voilà, donc là, on a le Brent. D'accord. Nous avons le Brent. On va même se mettre sur un mois plutôt. Comparé au S&P et à la UD yen. Donc la UD yen que je vais mettre en jaune ou en rouge plutôt, c'est un actif assez risqué, et le S&P en vert. Et on a le pétrole en blanc. D'accord, donc on voit ces actifs sont globalement corrélés. Bien évidemment, la correction n'est pas totalement parfaite, mais il y a quand même quelque chose en commun. Bien évidemment, le pétrole, la matière première pétrole, c'est un indicateur leader. C'est un indicateur leader des marchés actions. Donc ce que va faire le pétrole va nous donner une indication sur le potentiel mouvement du S&P 500. Là, on voit que le Brent inscrit des sommets de plus en plus bas. Sommet, sommet, sommet. Le Brent, il est en blanc. Donc là, on commence à avoir une pression vendeuse sur le Brent. On n'a pas cassé de support majeur. On a une petite excursion, vous voyez, un bear trap le 6 février, parce qu'on avait un support. On est passé en dessous, mais on l'a réintégré. Mais finalement, on a comme un petit triangle descendant. Si demain, on venait repasser en dessous de ce support à 61, 72, vous voyez, ici, donc on a des sommets de plus en plus bas et des creux alignés. Donc c'est un support descendant. Si le Brent demain venait à baisser, ça serait un indicateur baissier pour le S&P 500. Donc on a déjà la UD yen, baromètre d'appétit de la version risque, qui est en baisse. On le voit, hein, c'est en baisse. Mais bon, cette baisse, encore une fois, c'est pas dû à la version risque, c'est à cause du discours de Philippe Lowe. Donc cette baisse, elle est à remettre en cause. Mais si on regarde depuis hier, si on fait abstrait à la session d'hier, depuis ce matin, la UD yen, voilà, il est neutre. D'accord. Donc UD yen neutre, pétrole dans un triangle descendant, le S&P, on voit qu'il commence à se renverser. Donc ça peut être un début de tendance baissière. On n'a pas encore les signaux suffisants. Mais si demain le Brent commençait à baisser vraiment de façon importante, enfin si on venait passer sous 61, 76, ça serait un signal baissier pour les cours de pétrole, mais en fait ce serait un signal d'aversion au risque. Et donc tout ce qui serait devises commodities comme l'AUD, comme le CAD,
ça serait sous pression, et tout ce qui est actif refuge, marché action, ça serait également sous pression. Donc le S&P ne resterait probablement pas à la baisse des cours de pétrole. Voilà, donc faut surveiller les cours de pétrole, c'est très très important à suivre. Et donc pour revenir à l'AUD yen, l'euro UD, pardon, donc l'euro UD, si demain on a une baisse des cours de pétrole, que l'AUD du coup baisse, l'euro UD, ça sera haussier puisque l'AUD la baisse de l'AUD va soutenir l'euro, mais c'est pas la paire de devises qui sera la plus haussière. Si on a une baisse de l'AUD, la devise qui profite le plus d'une manière générale, hein, c'est pas 100% du temps bien évidemment, c'est le yen. Parce qu'une baisse de l'AUD, c'était moins d'aversion au risque. Et si on a l'aversion au risque, vous savez que la devise refuge par excellence, c'est le yen. Donc voilà. C'est pour ça que l'AUD yen, c'est vraiment, c'est l'une des paires en yen la plus tradée. D'accord, c'est l'une des paires en yen la plus populaire. On a l'USD yen, c'est normal, on a l'euro yen, c'est normal parce que l'euro, ça reste une devise importante, mais l'AUD yen, c'est une paire extrêmement importante. Voilà, et l'AUD yen, on aurait un signal d'aversion au risque si on est passé sous cette oblique. Sous cette oblique en blanche ici, qui vient chercher le creux du 10 et du 24 janvier. Si on passe en dessous, signal baissier. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Soyez prudents sur les marchés et à demain.